Je suis Fatoumata Issa Alzouma. Je dirige l'incubateur de start-up The Box Caraïbes, donc qui est le deuxième hub de l'incubateur The Box, qui a été fondé à Marseille en 2018 par la CMA-CGM. Donc, je suis ravie de vous accueillir autour de cette table ronde qui est consacrée aujourd'hui donc à l'impact du Covid sur les écosystèmes tech du monde. Vous êtes sans savoir que nous avons tous, sans exception, à travers le monde, été touchés par cette pandémie qui nous a contraints à changer notre manière de vivre, notre manière de consommer, mais aussi et surtout notre manière de travailler. Nous avons chez The Box, donc en tant qu'incubateur, accompagné nos entrepreneurs à traverser au mieux cette crise et surtout à rester debout et à survivre à la vague Covid. Et nous avons été très impressionnés par la capacité de résilience et l'agilité dont ont fait preuve les startups et les porteurs de projets pour trouver des pivots et adapter leurs projets et leurs solutions à toutes les contraintes que cette crise mondiale nous a imposées. Beaucoup de secteurs ont été fortement impactés. Et nous allons voir que le secteur de la tech a été très impacté, mais a aussi été peut-être l'un des rares à pouvoir s'en sortir, car on était déjà dans le digital et le numérique. Donc c'est vrai que sur les nouvelles façons de travailler, nous avons pu faire face, le télétravail n'étant pas nouveau. La connectivité nous a permis de pouvoir rester en lien avec les gens à travers le monde et avec nos différents porteurs de projets. Et donc nous allons voir avec cette table ronde, vous verrez, qui est complètement internationale. Donc nous avons aujourd'hui avec nous Carl Frédéric Decelle, qui est le président et cofondateur de Québec Numérique. Nous aurons aussi monsieur Abdeljalil Bachar-Bong, qui est le directeur général et cofondateur de House of Africa, qui nous rejoindra du Tchad. Nous avons également monsieur Jean-Marie Altema, qui est CEO de Prof IT Development Consulting, et monsieur Sébastien Coeléache, président et cofondateur de Québec Numérique, qui nous rejoindra un petit peu plus tard autour de cette table ronde. Donc pour ne pas perdre davantage de temps, je vais laisser la place à Carl Frédéric Decelle et puis je vais le laisser de se présenter et puis nous dire sa vision et est-ce que ça suscite donc chez lui l'impact du Covid sur l'écosystème tech. Bonjour, Carl Frédéric Decelle, je suis l'un des cofondateurs de Québec Numérique, une organisation qui travaille depuis 10 ans maintenant à l'animation de l'écosystème québécois, la ville de Québec, mais aussi la province de Québec au Canada, là où il fait froid des fois, mais aujourd'hui il fait chaud. Je suis content d'être là avec vous parce que une partie de notre travail, c'est le rayonnement international aussi de ce qu'on fait. Alors, c'est précieux de pouvoir voyager comme ça, surtout dans ces temps. J'aimerais ça être là avec vous, mais bon, on est en pure téléconférence. L'impact de la COVID sur l'écosystème ici, je vous dirais un mot, accélération et faille également. On a vécu le confinement initial et toute la réaction instantanée le 12 mars dernier, le 12 mars de l'année précédente, comme un grand coup. Ça a forcé beaucoup de gens, particulièrement dans le commerce électronique ou même dans les interfaces ou dans les sites gouvernementaux, l'information. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été accélérées par le numérique, ce qui a démontré assurément pour l'écosystème qu'on avait toutes les ressources et les gens pour être capable de bien répondre à ça, mais que l'organisation, quand même, n'était pas toujours facile. On a beau être des experts du télétravail, je pense qu'on a tous appris qu'on n'était pas des experts de la télégestion et que le travail à distance, c'est facile, mais la gestion à distance, c'est pas mal plus complexe. Pour des organisations qui, comme Québec Numérique, sont par exemple dans l'événementiel où on organisait la Semaine numérique de Québec ou le WAC, le Web à Québec, qui est notre événement phare auquel Betty et d'autres ont déjà assisté. Pour nous, tout ça s'est annulé à un mois d'avis et on a dû se réinventer. Le mot est un peu galvaudé, mais on s'est réinventé tout le long de l'année pour cette année faire une semaine numérique totalement en virtuel et espérer faire le WAC, le Web à Québec, en juin en mode
semi-virtuel, mais principalement virtuel encore, faute d'être capable de prévoir l'avenir et les vagues. On est en plein début de déconfinement, qu'on espère final, mais tout de même, on s'attend à ce qu'il y ait toujours des surprises. Donc, je vous disais qu'on a un écosystème riche et heureux. Le point dont je voulais vous parler, ben, c'est que pour nous, ce qui nous a permis de passer à travers cette crise-là, c'est les gens. C'est un retour à l'essentiel, c'est un retour aux passions qu'on a tous pour le numérique et pour ce que le numérique peut faire. Je pense qu'il y a eu des occasions formidables de prouver ce qu'on clame depuis longtemps, autant de la prise de rendez-vous de vaccins, de l'organisation des structures pour les tests de dépistage. Il y a plein de domaines où le numérique n'a pas eu de raté ou a eu des petits ratés au départ, mais a réussi à faire des vies au final et à faire quelque chose de bien. Et je pense que ça a été une opportunité unique pour ça. Et j'ai très hâte de voir si cette accélération-là va continuer dans le futur ou qu'est-ce qui va rester de ça après la crise, parce que j'ai quand même l'impression qu'elle a permis de débloquer énormément de choses et de sensibilité du grand public par rapport au numérique et des usages qu'on croyait impossibles à imposer il y a à peine quelques mois. Aujourd'hui, sont comme évidents et présents partout sur votre téléphone ou même dans le commerce électronique. Là, nous, les commerces ont été fermés pendant 2 à 3 mois, les commerces non essentiels, et je vous assure que le commerce électronique est maintenant quelque chose qui est connu et maîtrisé par de nombreux commerçants et de nombreux, même commerces de détail tout petits, là, que ce soit les livraisons de restaurants ou ces choses-là, tout s'est modernisé à vitesse grand V. Et ça a été bien là-dedans. Et pour terminer, je vous dirais juste que chez Québec numérique, ben, outre de se réinventer dans l'événementiel et apprendre comme vous à produire des webinaires ou des conférences en ligne. On a eu la chance aussi qu'un gros projet sur lequel on travaillait depuis longtemps, qui est 42. On a l'exclusivité canadienne de l'école 42, si vous connaissez le modèle parisien. On développait ce projet-là depuis 4 ans. On a réussi à convaincre 42 de faire des franchises et de nous donner l'exclusivité pour le Canada. Et on cherchait le financement pour ce projet-là qui pour nous consiste à former 200 personnes par année gratuitement dans une école qui n'est pas une école, si vous connaissez le modèle de 42 où l'apprentissage se fait en participatif. Et on a trouvé à travers la pandémie et la sortie de crise le financement gouvernementale et privée, parce qu'il y a de nombreuses entreprises qui sont aussi derrière nous pour ça, pour faire un 42 québécois qui va former 200 personnes par année pour les 5 prochaines années. Ce qui va être un grand bien pour l'industrie numérique parce qu'on manque de... Le problème ici, c'est que les gens ne s'inscrivent même plus à l'école dans le numérique. C'est même plus un domaine qui les attire et on manque cruellement de monde. Alors, on espère que ça va changer les façons de faire et donner une possibilité aux gens d'apprendre autrement. Et on est très, très heureux de ce projet-là qui est parfait pour une sortie de crise. Et je vous le souhaite parce que l'apprentissage, pour moi, c'est aussi quelque chose d'important dans la suite. C'était mon résumé de la situation pandémique ici, mais je répondrai à des questions tantôt à travers la discussion. Merci. Merci beaucoup, Carl Frédéric. Donc, nous retiendrons qu'effectivement, le numérique a beaucoup contribué et aidé à traverser cette crise. Et donc, par là, vous souhaitez que cela continue par de la formation et peut-être par même de la reconversion dans le numérique de la jeunesse ou de beaucoup de personnes pour garder cette accélération donc et ne pas freiner cet élan qu'on a gagné grâce à la crise, j'ai envie de dire. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Carl Frédéric. Nous reviendrons un petit peu plus tard hein, sur les questions destinées à nos intervenants. Je vais laisser donc place à Monsieur Jean-Marie Altena. Vous nous recevez? Oui, je vous reçois. Oui, bonjour. Alors, je vous laisse vous présenter rapidement. Écoutez, ça fait plaisir. D'abord, je dois remercier les organisateurs de cette activité. Merci à la présidente qui a tenu à m'inviter. Je remercie les panélistes aussi. Et c'est un plaisir d'être avec vous. Et je suis Jean-Marie Altena, spécialiste dans les technologies numériques. J'ai travaillé pour le gouvernement haïtien pendant une dizaine d'années pratiquement et aussi dans le secteur privé. Et avant
d'avoir rejoint le gouvernement, mais aujourd'hui, je dirige une firme de... Nous sommes un cabinet de conseil en stratégie et gouvernance numérique parce que nous croyons fermement que la transformation digitale est importante et pour moderniser notre économie, pour pouvoir, je pourrais dire, avoir une économie beaucoup plus compétitive et aussi aider à la création d'emplois. Et pour commencer, je dois dire que Haïti est, je pourrais dire, vit une situation particulièrement exceptionnelle dans le cadre de la COVID-19 parce que les cas en Haïti ne sont pas trop nombreux. Et je pourrais dire Dieu merci parce que nous savons qu'Haïti a beaucoup de faiblesses structurelles, infrastructurelles et qui pourraient être vraiment catastrophiques si on arrivait à être touché et comme certains autres pays de la région et même du monde au niveau de la COVID-19. Et maintenant, par rapport à l'écosystème numérique en Haïti, et je peux dire que Haïti a raté une opportunité ou encore est en train de rater une opportunité. Et pour vous présenter un petit peu la situation en Haïti, nous avons plus de 37% de la population qui ont accès à Internet. Et c'est un nombre qui a augmenté et considérablement au cours de l'année 2019-2020. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression particulière sur le numérique. Il y a beaucoup d'institutions qui ont propulsé le travail à distance et à un certain niveau, et aussi beaucoup d'autres acteurs qui croyaient qu'il était important d'utiliser le numérique pour pouvoir continuer à offrir certains services. L'État aussi je pourrais dire, encourager les employés des institutions publiques à utiliser le numérique pour effectuer un certain travail. Mais dans la globalité, l'opportunité que nous sommes en train de rater, c'est la cohésion qui devait exister entre les différentes parties prenantes pour pouvoir arriver à un plan stratégique, un plan qui pourrait aider au développement du numérique et ce qui allait aider, je pourrais dire, les autres secteurs. Mais si on prend individuellement les acteurs, individuellement les éléments de cet écosystème, je peux dire que le secteur privé ou particulièrement les jeunes, chez les jeunes, il y a un effort considérable qui est fait, même si on sent qu'il y a, je pourrais dire, une amplification de la fracture numérique par rapport au pouvoir d'achat des jeunes. Et les raisons sont particulièrement financières et le monde rural, et je pourrais dire, est particulièrement touché par cette inégalité sociale. Donc, et pour les jeunes, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de réponses qui ont été données dans le cadre de la gestion de la COVID. Beaucoup de sites Internet ont été développés pour informer les gens sur la COVID et comment ils devraient se comporter. Un ensemble de choses a été réalisé. Il y a des applications aussi qui ont émergé, des jeunes qui ont développé des solutions et dans le contexte de la COVID. Et par exemple, des jeunes qu'on a reçus lors du sommet de la FinTech qui ont développé des solutions permettant une gestion virtuelle des événements, de mise en contact avec les écosystèmes événementiels en Haïti. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'activités chez les jeunes particulièrement, chez les jeunes innovateurs, si je peux les appeler ainsi, mais la cohésion qui manque je pourrais dire, est un handicap majeur parce que l'État de son côté aussi a fait un ensemble d'efforts. Il y a un centre incubateur qui a vu le jour en Haïti il y a quelques années. Donc, il y a des jeunes qui ont développé des solutions. Mais normalement, en termes de cohésion au niveau de l'écosystème, il y a un ensemble de choses à faire. Donc, pour ce qui a trait au secteur particulier, je peux dire l'opportunité qu'on a ratée dans le secteur éducatif est vraiment, je pourrais dire, regrettable. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup d'écoles qui ont fermé leurs portes pendant quelques mois, mais on a
les écoles ont reçu les élèves et après quelques mois de fermeture, alors que le ministre de l'Éducation nationale avait parlé de solutions technologiques pour aider les élèves. Mais comme vous savez, il y a un manque qui est considérable au niveau des infrastructures. Et les infrastructures technologiques, l'énergie, vous avez parlé d'énergie tout à l'heure. Mais globalement, l'écosystème bouge. Globalement, ou je peux dire individuellement, l'écosystème bouge, mais il y a cette synergie-là qui doit exister. Au niveau des infrastructures, il y a cette année, je pourrais dire, il y a une baisse au niveau de la qualité, mais beaucoup d'activités, beaucoup d'événements ont eu lieu. Il y a eu une pression pour les réunions virtuelles. Les assemblées générales sont organisées de manière virtuelle. Des événements sont organisés de manière virtuelle. Et je peux dire aussi que ça a aidé à rester en contact avec la diaspora haïtienne qui est très présente. Donc, aujourd'hui, la diaspora haïtienne est en contact avec l'écosystème numérique haïtien. Je pense que s'il y a quelque chose qu'on a gagné au cours de cette période-là, c'est surtout la connexion avec l'extérieur, particulièrement avec la diaspora haïtienne. Merci, merci beaucoup Jean-Marie. Et c'est vrai que c'est un très beau mot de fin, parce qu'à l'heure où nous avons donc tous été confinés chacun chez nous, pas de mobilité internationale, voire même nationale dans certains endroits. Vous mettez quand même en avant le fait que malgré ce confinement-là, eh bien, c'est là où il y a eu le plus de connexion entre les gens. Qui est un très beau message, qui est vraiment un très très beau message et qui est un des beaux impacts de cette crise. Merci beaucoup Jean-Marie Altema. Nous allons maintenant laisser la parole à Monsieur Abdeljalil Bachar-Bong, directeur général et cofondateur de House of Africa, qui nous rejoint du Tchad aujourd'hui. Bonjour Abdeljalil. Oui, bonsoir Fatoumata. Vous me captez? Oui, très bien. Alors, okay. je vous laisse vous présenter et puis nous remettre un petit peu dans le contexte tel que vous l'avez vécu chez vous et puis nous illustrer par un projet phare ou la vision d'avenir dans l'écosystème au Tchad sur la thématique donc, de l'impact du Covid sur l'univers tech. Ok, avant tout, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Comme ici, il fait 17h, heure locale, donc 17h30. Donc, merci Fatoumata et merci à Betty pour toutes ces opportunités et à toute l'équipe de Guadeloupe qui est derrière cette initiative. Et merci à aux différents panélistes. C'est ça la force de l'Internet, donc l'impact de Covid sur nos vies quotidiennes. Comme vous voyez, donc, on utilise beaucoup plus des outils numériques. Moi, je vais beaucoup plus m'attarder sur l'impact de Covid, sur l'écosystème du nord domaine et aussi l'utilisation extensive des réseaux sociaux par les jeunes durant cette période. Parce que, comme vous le savez, durant cette période, les gens sont beaucoup plus à la maison, il n'y a pas d'école et les gens ont commencé beaucoup plus à utiliser les outils numériques, la télétravail, comme l'un des panélistes vient de le rappeler, et ça a un peu bouleversé même l'écosystème, on peut dire social, parce qu'on travaille à la maison avec les enfants, c'est pas du tout facile. Nous sommes en direct et les enfants qui passent, donc tout cela a impacté vraiment l'écosystème, surtout la COVID. La COVID nous a appris beaucoup de choses. Et d'une part, pour le chat, on dit bien merci parce que nous avons, depuis le 19 mars 2020, nous avons pu enregistrer 4914 cas dans tous les pays. Et dans les 4914 cas, nous avons 4711 guéris. Donc là, je pense que le gouvernement a pris des mesures à temps depuis le 19 mars, la fermeture des frontières aériennes, etc. Et tout cela, je pense que ça a impacté aussi l'écosystème, les acteurs du numérique, parce que surtout la logistique internationale. Donc les gens ne peuvent pas s'approvisionner en matière des outils numériques, les PC, les ordinateurs, etc. Ça a impacté aussi. Et aussi, je reviens aussi sur l'utilisation des outils numériques, comme le cas de Zoom ou Skype. Il y a une forte utilisation et cette forte utilisation a poussé aussi les pirates à
à sophistiquer les outils d'attaque, etc. Donc, il faut reconnaître. Donc, il y a eu des attaques. Les pirates sont en train de travailler à innover durant cette pandémie. Comme je viens de le dire, la logistique sur le plan mondial aussi a été impactée, que ce soit les matériels importés, parce que les gens sont beaucoup plus focalisés sur les masques, tout ce qui est outils sanitaires. Il y a aussi l'utilisation intensive, je peux dire, des réseaux sociaux par les jeunes. Donc, au Tchad, on a pu constater que les jeunes ont commencé à utiliser, il y a un taux élevé des internautes ces derniers temps. Donc, les rapports des régulateurs en cours, nous avons constaté surtout dans les grandes villes, les gens ont commencé à utiliser les data et aussi les e-commerce. Parce que les gens ont commencé à poster, les petits commerçants ont commencé à utiliser l'outil numérique, à mettre les produits sur Facebook ou bien sur Twitter, etc. Comme il n'y a pas les commerces qui ne sont pas ouverts, donc les gens ont opté beaucoup plus sur les commerces électroniques. Et l'éducation. Donc, dès le début, les ministères de l'éducation, en partenariat avec le ministère du numérique, ont commencé à mettre en place quelques plateformes numériques, donc pour les étudiants, comme l'école est fermée, etc. Et c'était vraiment difficile parce que, comme vous savez, les taux d'utilisation de l'Internet au Tchad, nous sommes à 10% sur une population de 15 millions. Donc, les gens n'utilisent pas beaucoup plus. Dans les écoles, l'enseignement supérieur n'est pas digitalisé. Donc, ça a causé un peu de problème pour que les étudiants s'adaptent. Ils doivent maîtriser l'outil informatique et d'utiliser les contenus éducatifs. Donc, ça a bouleversé un peu l'utilisation, le monde éducatif, je peux dire. Comme je viens de le rappeler, il y a les actes des malveillants et les attaques informatiques. Donc, on a pu constater même au Tchad que certains sites étatiques ont été attaqués par les pirates. Et aussi côté noms de domaine aussi, donc la deuxième partie concernant les noms de domaine. Donc, comme vous savez, les DNS, c'est le nom de domaine. Donc, nous avons constaté la forte utilisation ou bien achat de noms de domaine en relation avec les termes Covid. Donc, presque 70 000 selon certains rapports. Donc, cette explosion d'enregistrement a causé aussi quelques réquisitances des actes de malveillants parce que les gens utilisent pour détourner, je peux dire, les produits pour vendre, soi-disant des produits d'hygiène, etc. Mais tous ces produits que vous achetez sur le site malveillant n'arrivent jamais chez vous. Donc, nous avons constaté ce cas au Tchad aussi et dans d'autres pays aussi. Donc, en grosso modo, la crise sanitaire a impacté, on peut dire, le commerce et aussi les innovations. Les innovations, donc les gens ont commencé même au niveau des ministères. Donc, ils ont tenu même les premiers conseils, le conseil des ministres sous format numérique. Donc, ça, c'est une innovation au Tchad. Donc, avant, c'est en mode présentiel, donc le Covid existe. Mais au Burkina Faso, dans quelques pays francophones, dans quelques pays africains aussi. Donc, en grosso modo, on peut dire le numérique a changé, surtout la COVID a impacté l'utilisation intensive des numériques. Et surtout, l'écosystème aussi s'est adapté. Donc, certaines conférences, on a fait en semi-présentiel, donc limiter les nombres, mais ouvrir aussi sur le Facebook Live ou bien sur le Zoom pour que les gens y participent. Donc, en grosso modo, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, etc., on va prendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il nous a déjà rejoint. Nous avons un dernier panéliste. Alors, non, d'accord. Alors, on précise qu'il y a eu un petit souci. Donc, M. Sébastien Coéléache ne sera pas en capacité de nous rejoindre. Donc, ça, écoutez, ça va nous laisser un peu plus de temps pour les questions-réponses. Donc, profitez-en. Est-ce qu'on peut se poser des questions entre nous? Ah ben tout à fait, oui. Je voulais demander à mes deux confrères s'ils avaient l'impression que tout ça a facilité une certaine internationalisation. Est-ce que vous avez plus de contacts avec des écosystèmes étrangers
depuis la pandémie, où moi j'ai parlé à des Australiens, j'ai parlé à des gens avec qui j'aurais jamais conversé avant la pandémie par simple pouvoir de le faire en vidéoconférence. Ça fait 25 ans qu'on peut faire ça assurément, mais j'ai soudainement découvert qu'on pouvait avoir un certain plaisir à partager une conversation ou un café avec des gens à l'autre bout de la planète en vidéo. Je me demandais si dans vos écosystèmes, vous avez découvert que le COVID a apporté cette ouverture sur le monde un peu différente de ce qu'on avait avant. Bon, pour ma part, je pense que, comme je l'ai expliqué, c'est l'un des avantages qu'on a vécu ici en Haïti. C'est une sorte de rapprochement entre l'écosystème numérique haïtien et des autres écosystèmes, et particulièrement la diaspora haïtienne. Et pourquoi la diaspora haïtienne? Et parce qu'il y a toujours une envie de cette diaspora à se connecter avec Haïti. Mais ça a un petit peu, et je pourrais dire, propulsé cette relation. Mais individuellement aussi, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont formés à travers le numérique. Il y a beaucoup de formations, beaucoup de cours en ligne qu'ils ont suivis. Et si on regarde sur LinkedIn, si on regarde sur Facebook, c'est régulièrement des jeunes postent des messages avec des diplômes, des certificats qu'ils ont reçus. Et aussi, personnellement, j'ai permis à 6 jeunes Haïtiens d'accéder à des cours de en nanotechnologie. Donc, ils vont travailler avec des jeunes Portugais, des jeunes Brésiliens, des jeunes Européens globalement. Donc, pour moi, c'est cet élan-là et de montrer que on vit la COVID dans toute sa dimension, mais il y a aussi une vie après COVID. Et cette vie-là, elle est particulièrement virtuelle. Je pense que c'est cette adaptation-là que la jeunesse haïtienne a pu faire. Et pour non seulement se tirer d'affaires, il y a des jeunes qui ont développé des solutions, mais aussi voir comment ils peuvent se connecter avec le monde extérieur. Particulièrement, je pense que c'est extrêmement important pour les jeunes haïtiens. Et le mot-clé de ce que vous nous dites là, et c'est ce qu'on voit et que vous avez chacun sur vos territoires remarqué, c'est que le numérique n'a réellement aucune frontière. Et il a fallu cette pandémie-là quand même pour nous booster et pour aller au-delà de nos frontières qui ont toutes fermé. Et c'est vrai que sans le numérique et le digital, tout ceci n'aurait pas été possible. Pensez-vous qu'on va voyager plus après la pandémie ou Reprenez pour moi. Pensez-vous qu'on va voyager plus ou qu'il y aura plus de mouvements internationaux? Nous, on voit beaucoup ici de gens qui partent de la ville pour aller à la campagne parce que l'Internet est quand même partout, même dans les endroits plus reculés. On est chanceux. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des télétravailleurs qui vont décider de partir du froid du Québec pour aller s'installer à Haïti et travailler ou à la Guadeloupe? Non, nous leur souhaitons déjà la bienvenue. Hein. Avec plaisir. Chez nous, il n'y a pas autant de cas. Hein. Il n'y a pas autant de cas. On a la plage, on a une température qui est vraiment favorable à tout ce que vous dites là. Mais je dirais, il y a un engagement que le secteur doit prendre. Et on a vraiment une faiblesse au niveau des infrastructures. Ça, il faut l'admettre. Et dans les grandes villes, on a une certaine connectivité, mais avec le changement qui est en train d'être opéré par certains acteurs de cet écosystème-là, particulièrement les opérateurs et les fournisseurs d'accès à Internet, et qui sont en train je pourrais dire, de moderniser leurs infrastructures. Et il y a une faiblesse au niveau des infrastructures. La qualité du service n'est pas tout à fait au rendez-vous. Et on a la 4G qui est disponible, mais dans les zones reculées, ça laisse à désirer. Et dans les villes de province, c'est pas du tout accessible. Et je dirais aussi, par rapport à tout ce que représente le numérique, on a parlé des infrastructures, on n'a peut-être pas parlé de cadre légal, et on n'a pas parlé peut-être de la formation, des institutions de formation qui existent. Mais au-delà de tout ça, il y a cet aspect de service. C'est ce qui doit connecter
le citoyen, l'usager de ces infrastructures-là. Parce que sans les services, on ne peut pas exploiter les infrastructures. C'est comme avoir les autoroutes, comme vous le savez. Maintenant, les services, c'est quoi? C'est tout ce qui peut changer la vie du citoyen. Tout ce qui peut rendre sa vie plus, je pourrais dire, et plus belle en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il peut faire tout en restant chez lui? C'est ça le plus important. Qu'est-ce qui peut changer sa vie, sa communauté? Et c'est de là, je pense qu'il faut plus d'innovation. Et dans notre écosystème, malheureusement, il n'y a pas de fonds dédiés à l'innovation. Je pense que c'est un point extrêmement important parce qu'aujourd'hui, la fracture numérique existe. Et COVID, je pourrais dire, a amplifié cette fracture numérique. Maintenant, comment réduire ce fossé? Donc, il faut des actions intelligentes, il faut des actions innovantes. Et moi, je pense qu'il faut développer des instruments pour encourager, pour financer l'innovation, pour financer la recherche. Il faut travailler avec l'université. Donc, pour moi, je pense que ce sont des actions concrètes qu'on devra prendre pour que, et après, on se dise, bon, voilà, on a fait COVID, COVID est derrière nous, ça nous a permis de développer nos infrastructures, d'innover, d'avoir des solutions, des réponses par rapport à certains problèmes qui sont posés. Oui, en tout cas, juste je voulais rebondir concernant à propos de cette question. Surtout ici au Tchad, nous avons constaté que les grandes universités ont commencé à adopter les numériques. Parce qu'avant Covid, les gens n'utilisaient même pas les cours en ligne, donc le Moodle, etc. Mais ces derniers temps, il y a une forte demande des universités pour l'implémentation de certains outils de l'éducation en ligne. Donc, les universités ont commencé à avoir l'importance d'avoir des outils numériques au sein de l'enseignement supérieur. Et aussi, la COVID nous a appris aussi, il n'y a pas de frontières. C'est vrai, même si la frontière physique est clôturée, mais la frontière virtuelle existe toujours. C'est là où aussi, ça nous a permis de travailler avec d'autres acteurs du numérique, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Sénégal. Et avant, nous n'avons pas eu cette opportunité. Et aussi, concernant les MOOC, là aussi, c'est une bonne chose. Même au sein de notre équipe, les gens se sont perfectionnés. Là, nous avons constaté, et c'est réel, les gens se sont forgés à prendre des cours en ligne, à avoir leur certificat de MOOC, etc. Donc, et surtout, le haut début, comme Jean-Marie vient de le rappeler, je pense que nous avons les mêmes contextes ici au Tchad. Donc, c'est un pays qui est enclavé, il n'y a pas accès à la mer, etc. Et nous avons les problèmes de connectivité aussi, les problèmes de qualité. Problèmes de qualité aussi, nous avons les problèmes de connectivité. Et surtout, les grands ne sont pas connectés. Et au autre volet aussi, nous avons constaté que beaucoup de familles ont commencé à utiliser les réseaux sociaux, on peut dire dans l'ensemble, pas les réseaux sociaux. Surtout les mamans qui ont envoyé ou les parents qui ont envoyé leurs enfants à l'étranger et avec la fermeture de frontières n'ont pas pu se déplacer, etc. Et ça a accéléré l'utilisation des outils. Donc, nos mamans ont commencé, nos grands-mamans ont commencé à utiliser l'outil WhatsApp, Facebook, les autres outils pour communiquer avec les enfants. Donc, ça, il y a les bouleversements sociaux, je peux dire aussi, au sein de la communauté que nous avons pu constater. Oui, donc ce que vous voulez nous laisser comme message, c'est que également donc l'impact que le Covid a pu avoir est passé aussi donc par de la montée en compétences et par beaucoup de formations pour des gens donc qui avant la crise ne se servaient peut-être pas autant d'outils numériques et d'outils d'échange et de communication. Oui, en effet, et je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Oui, allez-y, Jean-Marie. Et parfait. Et en fait, en termes d'usage, et je pense que ça a beaucoup progressé ici en Haïti et à l'extérieur parce que,
comme on a dit, donc les frontières sont fermées, les moyens de déplacement ne sont pas ce qu'ils étaient avant, mais on a pu quand même développer des stratégies pour pouvoir rester connecté avec, comme je l'ai expliqué, l'écosystème d'apprentissage, l'écosystème de formation. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont formés, mais à un autre niveau aussi. Et tout en étant chez soi, on est en contact avec ses parents, on est en contact avec sa famille, soit qui vit en Haïti, soit qui vit à l'étranger. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de pression sur ces outils-là pendant le confinement. Et tout ce qui est divertissement, tout ce qui est connexion sociale. Donc, en fait, il y a beaucoup de pression sur les outils technologiques. Il y a beaucoup de pression sur la bande passante. Et maintenant, ne me demandez pas ce que les gens font avec. Donc, ça dépend de ce qu'ils veulent. Mais moi, je dis aussi, laissez les gens utiliser ce qu'ils veulent, la façon dont ils veulent. Et les réseaux, mais il faut essayer d'apporter du contenu. Donc, c'est pour ça que, et tout en étant chez soi, on peut accéder à des cours en ligne, on peut accéder à des événements en ligne. On a organisé ici en Haïti beaucoup d'événements en ligne, parce que je peux vous expliquer, hein, on a lancé le pari d'organiser la 5e édition du Sommet de la FinTech en ligne, totalement virtuelle. Donc, c'était l'année dernière, en plein COVID. On se demandait comment on allait pu réaliser cette activité. Donc, c'était un challenge, c'était le premier événement virtuel qu'on avait réalisé en Haïti. Et aussi, dans certains pays, ce n'était pas très, très courant. On parlait d'événements virtuels. Ce qu'on a fait, on a organisé ça, on avait établi deux sites physiques où les gens venaient, où certains intervenants venaient. Et parce qu'avec les problèmes d'infrastructure, on ne voulait pas prendre de chance que les gens interviennent de chez eux. Ça, c'est un point important par rapport à la disponibilité des infrastructures. À la maison, on peut avoir une connexion, mais tout le monde n'a pas une bonne connexion à la maison. Donc, mais on a fait aussi intervenir des gens de l'extérieur. Et il y a des intervenants qu'on avait eus, on ne pouvait pas les déplacer quand même, en temps normal. Donc, alors que tout en étant chez eux, ils pouvaient intervenir 15-30 minutes et c'était des intervenants de mort. On a pu toucher plus de 150 000 personnes au cours de cet événement-là. Alors que lors des activités, lors des éditions physiques, c'était particulièrement des gens qui étaient dans une salle ou dans deux ou trois salles qui pouvaient échanger ou discuter. Alors que c'était ouvert au monde. Et ça aussi a ouvert la voie à d'autres événements. Il y a beaucoup de gens qui ont développé, qui ont dit, écoutez, bon, je dois mettre en place des infrastructures pour avoir des événements. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté. Donc, c'est pour dire que il y a une innovation. Mais la chose, c'est qu'il faut se lancer. Il faut se lancer. Cette année, on a eu la 6e édition, mais c'était encore virtuel, mais on a appris de ce qu'on avait fait l'année dernière parce que le public était devenu de plus en plus exigeant. Donc, je pense que ce sont des expériences qu'il faut partager et voir parce que, comme on l'a dit, cette vie-là, on va peut-être pas l'oublier, mais c'est un tournant, je pourrais dire, décisif en quelque sorte, un tournant, et je pourrais dire, on ne va pas revenir en arrière. Les activités virtuelles, on peut avoir des activités hybrides, virtuelles et présentielles, mais les activités virtuelles, on va toujours en avoir, et moi, je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'on peut toucher plus de gens, on peut avoir plus de personnes à intervenir, alors que en temps normal, ça pouvait être plus compliqué. Ce qui est fascinant, c'est que dans toutes les catégories de la société, de tout niveau, même les gens qui sont passionnés de numérique, on dirait la pandémie nous a forcés à faire des trucs qu'on n'aurait pas fait avant. Cette conférence en est le meilleur exemple. On aurait pu faire ça il y a 2 ans sans problème, mais on n'y aurait jamais pensé ou on n'aurait jamais osé pousser ça à bout.
Et là, on dirait on a eu, un, la permission, mais deux, l'obligation de le faire. Puis on découvre qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis je pense que quand on va déconfiner, on va aussi retrouver le plaisir de se voir en personne puis de se croiser physiquement, mais le virtuel va rester effectivement. Puis moi, ce qui m'étonne, c'est que autant pour ma mère et les réseaux sociaux que pour mes confrères de travail qui sont en techno, tout le monde a évolué dans les usages et on a vraiment avancé. Puis moi, je fais la blague souvent, mais ici, on parle beaucoup de virage numérique et j'ai l'impression que pendant quelques années, on virait 360, on tournait en rond. Et là, la pandémie nous a forcés à avancer un peu tous dans le même sens. Et ça, c'est une grande révélation de la pandémie ou de n'importe quelle contrainte, là, parce que je me rappelle, pour être allé à Haïti il y a quelques années, qu'après le tremblement de terre, il y a eu quand même des innovations technologiques accélérées également pour répondre à la tragédie. Là. Mais je pense que les tragédies et ces grands mouvements-là facilitent en tout cas l'innovation et l'avancement, particulièrement dans le numérique. Chaque crise, de toute façon, on est obligé de se réinventer. Mais c'est vrai que de tout l'échange qu'on a eu à cette table ronde, on entend beaucoup parler en des termes négatifs et bien sûr pour tous les impacts que la crise a eu, mais on aperçoit quand même un souffle de renouveau et beaucoup d'optimisme quand on vous écoute, quand on échange, et de voir tous les impacts positifs quand même que cette crise-là nous laissera. Je voudrais dire aussi peut-être quelque chose qu'on devrait exploiter avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est la possibilité ou encore l'opportunité d'interconnecter les écosystèmes. Et les écosystèmes qui se ressemblent d'ailleurs, parce que les besoins ont fait face aux mêmes problèmes particulièrement. C'est pour ça que de notre côté, et donc je l'annonce aujourd'hui, on va travailler avec la République dominicaine, qui est notre voisin le plus proche, et donc on va voir comment on peut interconnecter les deux écosystèmes numériques. Parce qu'il y a des choses qui peuvent se faire et il y a des choses qui doivent se faire. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux et qu'est-ce qu'ils peuvent aussi apprendre de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous offrir? Et je pense qu'on devrait étendre ce réseautage-là vers les autres pays de la région. Haïti, République dominicaine, Jamaïque, Trinidad, Guadeloupe, Martinique et autres. Comment on peut arriver à créer ce réseautage et développer une synergie pour répondre aux besoins? Moi, je pense que c'est un défi et c'est encore l'opportunité pour moi de présenter mes félicitations à Guadeloupe Tech qui a su m'inviter à cette activité. Et vraiment, je pense que c'est un départ et j'espère bien qu'on va pouvoir exploiter ce qui se dit, ce qui peut être fait à travers ces échanges. Très, très belle initiative et on vous rejoint tous là-dessus, hein, que ce soit Guadeloupe Tech, que ce soit The Box, notre incubateur de start-up. Et c'est vrai que sur la Caraïbe, il y a beaucoup de choses à faire et c'est aussi l'occasion, lors d'événements comme ça, de pouvoir être tous réunis autour d'une même table et transformer ces échanges en actions concrètes. Car tous les territoires iliens ont beaucoup à s'apporter et profitons donc de cette proximité géographique pour pousser un peu plus les débats et les échanges et vraiment aboutir à des actions concrètes. Oui. Moi, je vous parlerai de proximité linguistique, même si vous voulez étendre à toute la francophonie. Le Tchad, c'est pas si loin que ça, et le Québec non plus. Vous n'êtes pas si loin que ça, effectivement. Non, on n'est pas si loin que ça. En virtuel, en tout cas. J'ai une question et je crois que c'est de Sabine Garnier qui sur le chat. Je ne sais pas si je peux la lire ou je peux avancer? Oui, bien sûr, allez-y. Ok, d'accord. Remarque pour l'intervenant, c'est pour moi-même. Je suis d'accord avec vous sur la nécessité d'interconnecter les systèmes en complémentarité au lieu d'être en concurrence et milite pour le réseautage, en effet. Que pensez-vous de la concurrence et comment faire
pour faire face à celle-ci dans un secteur très concurrentiel où les idées qu'on peut proposer peuvent être copiées dans les présentations via Facebook ou autres quand on présente des projets, mais que la crise et le confinement a augmenté cette compétition. Écoute, moi je pense que on ne doit pas avoir peur de la compétition. La compétition fait évoluer les choses et ça aide aussi à développer des solutions plus adaptées aux besoins de la communauté. Moi, je n'ai pas peur de la compétition. Il faut développer la compétition. Maintenant, il faut aussi se référer à tout ce qui est, je pourrais dire, connexe à cette idée et tout ce qui est propriété intellectuelle, tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui vient avec le développement du numérique. Maintenant, comment y arriver? Et c'est peut-être établir des cadres de coopération avec je pourrais dire, des réponses claires par rapport à ces problèmes-là et mutualiser les efforts pour arriver à répondre à des besoins. Parce que, comprenez, si on est deux petits, on se met ensemble, on peut devenir moyen. Mais si on reste deux petits à discuter, à voir, et les faiblesses sont là, les trous à combler seront toujours là. Moi, je pense qu'il faut se référer à tout ce qui se fait dans le monde numérique, mais aussi n'avoir pas peur de la compétition, parce que la compétition fait aussi évoluer. Et c'est pour moi, je dis, c'est une dynamique constante. Ça veut dire qu'il faut toujours garder cette dynamique-là, et parce que ça, c'est au bénéfice de la communauté en quelque sorte. Et les projets, on va se mettre d'accord sur une chose. Tout le monde suit ce qui se fait sur Internet. Moi, j'apprends, vous apprenez. J'ai un blog, je partage des idées, mais j'apprends aussi. Je lis aussi de ce qui se fait ailleurs. Donc, il y a toutes ces connaissances-là, je pourrais dire, tous ces savoirs-là qui existent. Et personne n'a la science infuse, mais il faut, à mon avis, à un certain niveau, dégager, libérer ces énergies-là en mettant en commun ce qu'on peut mettre en commun. Merci beaucoup, Jean-Marie, et ce sera du coup le mot de la fin. Merci beaucoup à tous pour votre participation à cette table ronde. Les échanges ont été très très riches et porteurs de beaucoup de belles nouvelles idées à venir, et surtout je retiendrai beaucoup d'échanges et d'interconnexions. Donc gardons tous cette dynamique-là et retrouvons-nous pour transformer tous ces échanges-là en actions concrètes. Merci beaucoup pour votre participation, pour votre présence. Merci à vous. Merci, et merci Fatoumata, merci à toute l'équipe, merci aux intervenants, merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. C'était un plaisir. Beaucoup, Fatoumata. Bonne fin de journée à beaucoup. tous. Merci à toute l'équipe de Guadeloupe et à tous les internautes qui nous suivent et à tous les citoyens du monde qui nous suivent. Merci.